trajet, donc au pronostic. Il s'avère que les résultats sont assez contradictoires sur les études qui ont été considérées par les recommandations. Et évidemment, les recommandations disent que davantage de recherche est nécessaire. Donc aujourd'hui, pour l'instant, les recommandations ne tranchent pas. Un des derniers articles sortis qui montre dans le JAMA l'année dernière montre que la qualité du massage et la survie sont meilleures lorsque le massage est performé et délivré sur place, sur scène, sur un paradigme de stay and play, par exemple. Le deuxième sujet un peu chaud, c'est est-ce qu'il faut masser avant d'appeler les secours tel qu'on l'apprend à tout le monde, ou est-ce qu'il faut masser avant d'appeler les secours? Eh bien, la réponse, elle est très claire. Il faut d'abord appeler les secours, puis faire le massage. Si vous êtes tout seul, si un témoin ou un secouriste est seul devant un arrêt cardiaque, on conseille, il est recommandé, sur la base de preuves plutôt faibles, mais recommandations fortes, d'entamer le massage et les compressions thoraciques après l'appel au service de secours. On estime que sans appeler les services de secours, le pronostic évidemment est défavorable, très largement défavorable, et donc le bénéfice est inférieur à celui de la stratégie appeler en premier. Et si vous êtes tout seul, il faut mettre en haut-parleur, appeler, puis commencer à masser. On appelle, on masse. Est-ce que tous les matériels et toutes les nouvelles techniques d'analyse du rythme pendant la RCP sont utiles? Est-ce qu'il y a une preuve de leur utilité, à la fois sur l'efficacité du massage et sur le pronostic des patients? La réponse, en tout cas pour l'AHA, est négative. L'AHA dit non, on n'utilise pas en routine les appareils d'analyse du rythme cardiaque per RCP. Pour la simple et bonne raison que les bénéfices en termes pronostiques sont inconnus et que davantage de recherche est nécessaire. Il y a aussi donc les matériels et les appareils de qualité du massage, des petites choses portatives comme on voit sur l'image en bas à gauche. Alors ça, c'est du gadget, certes. Sur la qualité du massage, ça peut être utile. Donc, les recommandations faibles sont, on peut les considérer, on peut les envisager, mais aujourd'hui, aucun bénéfice sur les outcomes n'a été démontré. Donc, ce petit appareil qu'on met sous la main et qui clique quand on masse avec une force suffisante peut être utile, mais on n'en est pas sûr. Recommandation faible. Et puis, on sait bien qu'aux États-Unis, beaucoup moins chez nous, mais aux États-Unis et en Nord-Amérique en règle générale, il y a une épidémie d'intoxication aux opioïdes. Et donc, un des sujets brûlants des dernières recommandations, c'est est-ce qu'il faut antagoniser en cas de suspicion d'intoxication? La réponse, c'est oui, on masse sans délai et on introduit l'analoxone si on pense que l'arrêt cardiaque est secondaire à une intoxication aux opioïdes. Et puis, les nouveautés. Alors, les nouveautés, elles sont de 3 ordres. Le premier, les recommandations sont fixées sur l'aide au diagnostic de l'arrêt cardiaque au centre d'appel, donc au SAMU ou à l'Emergency Call Center. Les recommandations sont claires. Il faut que nos centres de régulation et nos dispatch centers utilisent des algorithmes standardisés ou des critères standardisés pour déterminer si le patient est en arrêt cardiaque. Et les recommandations ont illustré, ont emphasé la nécessité aussi de mettre en place des solutions, par exemple, d'intelligence artificielle ou des choses comme ça. Alors, un des derniers bastions du massage cardiaque BLS, en tout cas de la RCP de base, est tombé, en tout cas à mon sens, avec ses recommandations au sujet de la surface sur laquelle il faut masser le patient. Les recommandations sont claires, il vaut mieux masser un patient sur un sol dur, mais si un patient fait l'arrêt sur un sol mou, notamment sur un lit, le descendre constitue une perte de temps, donc une interruption des compressions thoraciques, donc une perte de chance. Et les recommandations sont claires aujourd'hui.
en théorie, si un patient fait un arrêt sur une surface molle, un lit, il faut compenser la mollesse du sol par un massage plus fort. Et puis le coup de poing sternal, alors le coup de poing sternal, ça fait partie des nouveautés. Ben, le coup de poing sternal, ça doit être considéré comme une mesure de sauvetage extraordinaire sur un arrêt devant témoin, monitoré à l'hôpital sur un rythme de bradysystolie, si c'est reconnu immédiatement et avant la perte de conscience. Donc en gros, le coup de poing sternal devient marginal. L'obstruction des voies aériennes supérieures. Alors, il est clair que cette nouveauté a été vraiment éclairée sur les nouvelles recommandations. Normalement, on demande maintenant aux secouristes de ne pas tenter d'aller à l'aveugle retirer au doigt le corps étranger en cas d'obstruction des voies aériennes supérieures. La procédure standard de tape dans le dos, puis éventuellement de manœuvre d'Heimlich reste inchangée. En revanche, les recommandations sont claires. Ne plus essayer de retirer à la main. Et en cas, pour nous en tout cas, en cas de secouriste avancé et formé, la seule recommandation claire et nette pour faire l'ablation du corps étranger des voies aériennes supérieures, c'est l'extraction à la pince de Malvy. Les appareils de succion, c'est-à-dire des appareils qui vont essayer d'aspirer, de créer une dépression dans la bouche, dans les voies aériennes supérieures pour retirer le corps étranger, n'ont pas montré leur efficacité et on est en attente de recherches ultérieures et solides. Et puis, je suis obligé de conclure quand même sur les nouveautés liées à notre ami SARS-CoV-2, puisqu'il a fait l'objet d'une recommandation spécifique pour BLS et ALS. Il faut évidemment, et j'enfonce des portes ouvertes, j'en suis désolé, mais porter du matériel, de l'équipement de protection personnelle de type R. Si on a à disposition qu'un matériel d'isolement gouttelette, les recommandations, notamment de l'ERC, de l'Européenne, sont très claires. Gouttelette égale pas de compression. Gouttelette égale pas de massage. Alors, c'est difficile, c'est une décision qui est difficile à prendre, mais en cas d'arrêt chez un patient suspect d'infection symptomatique au SARS-CoV-2, en cas d'absence de protection personnelle de type R, l'ARCP n'est pas recommandée. Et puis, évidemment, ça va de soi, mais on va analyser la respiration ou l'absence de respiration sans se mettre trop près de la bouche ou du nez pour éviter de se faire contaminer. Je vous remercie, c'était plus court que prévu, mais les nouveautés sont un peu maigres et je vous invite à me poser toutes les questions nécessaires. Merci beaucoup. Bon congrès. Merci Mathieu pour cette présentation très intéressante et qui reprend bien les dernières recommandations. Alors juste avant d'introduire le prochain orateur, juste une petite précision. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser en bas de votre Zoom l'onglet Q&R, questions-réponses. N'utilisez pas le chat, mais bien l'onglet Q&R. Et donc, nous ferons une session de questions-réponses en fin de session aux alentours de 10 heures. Donc maintenant, j'introduis le professeur Guillaume Debatty, qui est urgentiste à Grenoble, responsable du SAMU 38 et qui a mené des travaux aux États-Unis sur la prise en charge de l'arrêt cardiaque. Guillaume, je te laisse la parole. Branche le son. Voilà, c'est bon. Bien, bonjour à tous. Merci de l'invitation pour parler de la partie RCP avancée. Alors, ça va être un petit peu assez peu de nouveautés dans la partie ALS. Il y a des précisions sur certains points, mais pas de révolution ou pas de gros changements comme on a pu le connaître dans les recommandations précédentes.
Alors, les 5 messages principaux, et vous allez voir qu'il y en a qui vont déjà être abordés après, donc je vais être un peu réduit. Donc, le premier, et c'est assez évident, c'est qu'il faut faire une réanimation cardio-pulmonaire de haute qualité avec des interruptions minimum, une défibrillation précoce et le traitement des causes réversibles. Donc, ça, c'est évident, mais c'est important de le rappeler parce que c'est quand même le rôle principal des équipes médicalisées sur place, c'est d'assurer que la RCP soit de haute qualité et toutes les autres interventions qu'il va y avoir après, finalement, ont beaucoup moins d'importance en termes de pronostic. Donc, la première chose, c'est avoir une bonne qualité de la RCP. Ensuite, un des autres points, c'est qu'il y a souvent des signes et des symptômes qui ont lieu avant l'arrêt cardiaque, en intra ou en extra-hospitalier, et du coup, l'arrêt est évitable chez de nombreux patients. On va parler du contrôle des voies aériennes, quand c'est qu'il faut intuber, quelle est la recommandation à ce niveau-là. Utiliser l'adrénaline tôt pour les rythmes non choquables d'arrêt cardiaque, mais ça, c'est Tahar qui va parler de l'adrénaline après, donc je ne vais pas aborder ce sujet. Et puis, chez les patients sélectionnés, il y a une place à l'extracorporeal life support. Et là, c'est Eric Cesario qui en parlera après. Donc, finalement, j'ai les 3 premiers points à aborder. Alors, la première chose, c'est prévenir l'arrêt cardiaque. Il y a une partie sur l'intra-hospitalier. C'est important, on n'en parle probablement pas assez des arrêts cardiaques intra-hospitaliers. Et il faut mettre en place dans vos hôpitaux des dispositifs qui permettent de prévenir l'arrêt cardiaque, donc de repérer les patients qui sont graves et qui peuvent s'aggraver et évoluer vers l'arrêt cardiaque. Et dans les recommandations, il est rappelé les scores. Donc le News 2, là, c'est celui que j'ai mis, qui est recommandé notamment en Angleterre, qui est déployé et qui permet, en fonction d'un score très simple de surveillance pour les équipes paramédicales, de savoir quand alerter le dispositif type urgence vitale intra-hospitalière, quand prévenir juste son médecin en fonction du niveau du score. Donc, c'est un dispositif qui est intéressant à déployer dans vos hôpitaux. Au niveau extra-hospitalier, il y a effectivement un rappel qu'un tiers des patients ont des symptômes dans les 48 heures qui précèdent l'arrêt cardiaque, que ce soit une douleur thoracique, malaise, syncope, dyspnée. Et donc, bien réindiquer aux médecins ces signes d'alerte, le rôle de la régulation et du centre 15 pour prendre en charge ces patients avant qu'ils évoluent vers l'arrêt cardiaque. Une autre chose, et là c'est pareil, je vous invite à vraiment mettre ça en place dans vos hôpitaux, c'est le numéro d'urgence qui devrait être mis en place en toute l'Europe, dans tous les hôpitaux pour les urgences vitales intra-hospitalières, donc le 2222. Ça a plusieurs avantages. D'abord, ça permet à toutes les personnes qui changent d'hôpitaux de savoir quel est le code d'urgence vitale pour déclencher quand il y a une détresse vitale dans son hôpital. Donc le 2222, alors nous sur Grenoble, on le met en place et ça tombe sur le 15 comme ça tombait avant sur les urgences vitales, mais du coup on met en place ce numéro européen et c'est un effort, je pense, qu'il faut faire dans tous les hôpitaux. Dans les autres questions, et là, pas vraiment de nouveauté, mais je suis un peu obligé d'en parler. Donc, quand ne pas démarrer la réanimation cardio-pulmonaire? Quand la sécurité des sauveteurs est menacée, c'est assez évident. Quand il y a des lésions mortelles, évident. Quand il y a des directives anticipées valides, et on sait qu'on ne l'a pas souvent. Quand la RCP est considérée comme futile en fonction des choix et des valeurs du patient, donc ça c'est assez large. Et puis il y a un peu des critères cliniques qui sont un petit peu plus détaillés, où il y a la systole persistante plus de 20 minutes avec une RCP spécialisée en absence de cause réversible, ou l'arrêt cardiaque sans témoin avec asystolie, quand le risque pour le patient est supérieur au bénéfice attendu. Donc, en gros, ça permet de mettre tous les patients qui ont des comorbidités sévères dans cette catégorie et de laisser un peu le choix aux équipes de réanimation. J'en ai parlé, je ne vais pas revenir. Il faut vraiment, c'est un des rôles et c'est l'intérêt d'avoir un médecin dans une équipe de réanimation, c'est de pouvoir rechercher les causes curables qui sont les 4H et les 4T, l'hypoxie, l'hypovolémie, les causes métaboliques, l'hypothermie, les tamponnades gazeuses ou liquidiennes, les causes toxiques et les causes thrombotiques. Donc vraiment, penser à ça dans sa prise en charge, c'est un des points importants. Sur la défibrillation, il y a une petite précision. Alors, il rappelait qu'il faut défibriller dès que possible. Le trancher entre est-ce qu'il faut d'abord faire un massage cardiaque ou défibriller, en gros, il n'y a pas de bénéfice à l'une ou l'autre des stratégies, mais il est recommandé de défibriller le plus tôt possible. Et puis, c'est si vous avez un doute, ce n'est pas la peine d'aller chercher la petite fibrillation vraiment minime et d'avoir un doute sur le fait s'il faut choquer ou pas. Dans ces cas-là, il est marqué dans les recommandations qu'il est probablement préférable de ne pas choquer, de faire une réanimation, d'essayer d'améliorer cette fibrillation et de la choquer à ce moment-là. Donc s'il y a un doute sur le tracé, pas choquer. Il est rappelé également le placement correct des électrodes. Et ils ont un petit peu, alors qu'on le voit sur cette image, l'électrode du bas est vraiment un peu plus postérieure que ce qu'elle était probablement souvent dans les prises en charge.
Donc, bien insister sur ce placement correct des électrodes. Et puis, dans les petites nouveautés également qui sont citées, il est marqué qu'il faut éviter de mettre une PEP parce que ça modifie l'impédance thoracique et notamment en cas de choc réfractaire, ça peut augmenter le risque d'échec de choc. Donc, en plus des effets hémodynamiques qui peuvent être discutables sur la PEP, dans la défibrillation, c'est clairement écrit dans les recommandations. Donc, voilà. Et puis, il y a aussi l'option, en cas de fibrillation ventriculaire réfractaire, de revérifier le positionnement de ses pattes et éventuellement de changer de position. Alors, c'est difficile parce que ça peut induire du no-flow, mais en tout cas, c'est une option possible, donc de le replacer en antéro-postérieur en cas de LV réfractaire si on veut faire, qu'on a l'impression qu'on n'a pas une défibrillation qui est optimale. Ça, ce n'est pas une nouveauté, c'était déjà dans les recommandations précédentes. Est-ce qu'il faut mieux faire des doses fixes? Je vais couper mon… Est-ce qu'il faut mieux faire des doses fixes ou augmenter en intensité de choc? Il est indiqué, alors il y a pas, franchement le niveau de preuve il est très bas, mais une stratégie qui augmente l'intensité, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir toujours le même niveau à 150 joules, de passer de 200, 300 puis 360 joules en biphasique, c'est probablement mieux et a plus de chances d'avoir une réussite de défibrillation. Donc, c'est la stratégie qui est recommandée. Et pareil chez l'enfant, on peut monter jusqu'à 8 joules kilo si on a des échecs de défibrillation. Il y a une précision qui a été faite sur cette technique qui a été un peu employée surtout dans des pays anglo-saxons. Il y a des case reports, il y a une étude qui est en cours là-dessus sur la double défibrillation séquentielle en cas de fibrillation ventriculaire réfractaire, c'est-à-dire de mettre 2 défibrillateurs, de choquer en même temps avec les 2 défibrillateurs. Globalement, c'est recommandé, ce n'est pas recommandé de faire ça. D'abord, c'est un risque pour votre matériel et puis ça ne va pas montrer de bénéfice. Donc, pour l'instant, ce n'est pas de recommandation de faire ce type de double défibrillation. L'autre point, c'est le contrôle des voies aériennes. Alors ça, c'est ce que je mettais dans mes enseignements depuis, et finalement, il y a assez peu de changements. On a dit qu'il fallait intuber dès que possible, ne pas arrêter la réanimation pour intuber, avoir une ventilation un peu protectrice, pas trop rapide, à 6 ou 7 millilitres par kilo. Et ça permet le massage continu en dissocié de la ventilation. Alors, il y a eu quelques études là, qui sont sorties depuis. D'abord, une grande étude française qui comparait la ventilation au bas-vu versus une intubation endotrachéale quand les équipes de SMUR arrivaient. Étude randomisée, publiée dans le JAMA. Et là, clairement, c'était donc plusieurs milliers de patients donc étude randomisée, prospective, et en comparant sur le devenir neurologique, sur est-ce qu'on intube ou est-ce qu'on ventile au bas-vu pendant toute la réanimation, clairement, pas de différence, 4,2 versus 4,3% de bon devenir neurologique. Donc, pas de bénéfice en termes de survie à intuber. Ça, c'est un message important. Ça veut dire qu'il faut, même si on sait qu'on a un très haut niveau d'intubation, y compris à la première tentative chez ces patients en arrêt, dès qu'on commence à avoir une intubation qui va être difficile, on sait que ventiler au bas-vu, ça fera aussi bien sur le pronostic neurologique. Donc, ne surtout pas s'acharner, surtout pas dégrader la qualité de la réanimation pour essayer d'intuber un patient. Ça, c'est un premier message important. Après, il y a quand même des avantages à intuber. Il y a plus de patients qui sont admis vivants à l'hôpital. Ça sortait de façon significative. Il y a moins de patients qui vont avoir d'inhalation, de régurgitation de contenu gastrique, 2 fois moins, 7,5 et 15,2. Donc, il y a quand même quelques éléments qui peuvent dire qu'on n'a pas complètement envie d'abandonner l'intubation, mais en tout cas, sur le devenir neurologique, pas de bénéfice clair. Il y a eu 2 études également anglo-saxonnes, une anglaise, une américaine, qui comparaient dispositifs supraglottiques à intubation dans ces systèmes. Donc, un avec l'AIGEL, l'autre avec le laryngotube. Et dans ces 2 études, globalement, ça fait aussi bien, même un petit peu mieux pour l'AIGEL dans le système, pour le laryngotube dans le système américain. Et donc, dans les recommandations, ce qui en ressort un peu de ces études, c'est aux États-Unis, le laryngotube fait globalement mieux que l'intubation, mais ils ont 51% de succès d'intubation. Donc, clairement, on n'en est pas là. On ne réussit pas l'intubation 1 fois sur 2. En Angleterre, l'AIGEL est équivalent à l'intubation, mais également que 69% de succès d'intubation. Donc, ce n'est pas non plus exceptionnel. Et en France, pas de différence, mais seulement 2,1% d'échecs d'intubation.
Donc, clairement, le message, et c'est vraiment ce qui ressort des recommandations, c'est il faut utiliser ce qu'on sait faire et sur lequel on est bon. Donc, si on utilise un dispositif supraglottique, si on dispositive un contrôle des voies aériennes, on a le choix, clairement, soit le dispositif supraglottique, soit l'intubation pour les patients, lorsqu'on a un haut niveau de réussite d'intubation, ce qui est clairement le cas en France. Donc, on a le choix entre les deux, et ça dépend de votre organisation locale, de vos pratiques, mais vous avez le choix entre intubation et dispositif supraglottique. Voilà. Si on peut continuer à ventiler au bas-vue, c'est aussi une option, c'est dans les recommandations. Et dans les systèmes qui ont un faible niveau d'intubation, il vaut clairement mieux mettre un dispositif supraglottique. Voilà pour la partie ventilation. Un petit mot sur la partie monitoring. Donc, bon, ça, c'est facile. Quand on a ça, on a envie de choquer. Ça, c'est la partie monitoring ECG, mais ça, on en a déjà parlé. Il y a un rôle important de la capnographie. On ne peut plus prendre en charge un arrêt cardiaque sans capnographie, clairement. Et je sais que c'est heureusement largement le cas en France. Ça permet de contrôler l'intubation, ça permet de monitorer la qualité de la réanimation cardio-pulmonaire, ça permet de détecter une RAX, on a l'augmentation avant l'élévation du pouls, et puis il y a une valeur pronostique qui doit être prise en compte comme seuil décisionnel, et le seuil des recommandations, c'est 10 mm de mercure, donc il est quand même très bas ce seuil. Et si on a 10 mm de mercure de TCO2, notamment à 20 minutes de réanimation, clairement, c'est un élément qui est très en faveur d'un pronostic défavorable et qui permet d'arrêter la réanimation associé aux autres critères, la durée de low flow, de no flow, les comorbidités, donc tous ces éléments à prendre en compte, évidemment. Une place sur l'échographie qui a marqué, et là, ils sont très prudents sur l'échographie. Ça peut avoir un intérêt. Clairement, ça permet potentiellement d'identifier des causes curables d'arrêt cardiaque. Par contre, il y a vraiment une alerte qui est mise. Il y a des risques de pause de RCP, donc il faut vraiment s'entraîner si on met en place cette échographie dans sa stratégie pour pas que ça fasse de pause de RCP. Et puis l'autre alerte, parce qu'on en entend souvent parler, de diagnostic d'embolie pulmonaire. Clairement, là, il y a vraiment une attention qui est portée. Il y a une dilatation du ventricule droit dans les arrêts cardiaques, de toute cause, parce que c'est dans la physiologie de l'arrêt cardiaque qu'on va avoir cette dilatation du ventricule droit, et on ne doit surtout pas s'en servir pour faire le diagnostic d'embolie pulmonaire, avec les conséquences que ça a derrière en termes de thérapeutique. Donc, pas de surinterprétation de la dilatation du VD. Le point sur la voie d'accès intraveineux, la voie intraosseuse, elle est marquée en deuxième intention en cas d'échec de voie veineuse périphérique. Pareil, ne pas faire arrêter la RCP. On a les deux sites, tibia ou humérus, mais on pourra. Et puis, on rappelle sur le fait que ça permet d'avoir des concentrations plasmatiques qui sont très bonne. Il y a eu un petit peu, donc là c'est le site huméral qui va être probablement plus à privilégier, je vous montrerai pourquoi derrière, où on a clairement une très bonne diffusion pendant le massage cardiaque lorsqu'on injecte dans la tête de l'humérus. Il y a eu des discussions sur le sujet, c'est pour ça qu'il y a une revue de la littérature qui a été faite pour ces recommandations. À partir d'études randomisées, ils ont regardé le pronostic des patients, s'ils avaient eu de l'intraveineux ou de l'intraosseux, et en comparant notamment l'étude ALPS qui comparait amiodarone, lidocaïne ou placebo. Globalement, dans ces analyses, et c'est confirmé par d'autres, l'intraveineux semble faire quand même mieux que l'intraosseux en termes de, quels que soient les groupes de patients, en termes de survie. Alors, c'est toujours difficile à interpréter parce que souvent, quand on fait un intraosseux, c'est que la réanimation peut être plus prolongée, il y a d'autres facteurs. Mais là, c'était dans une étude randomisée. Donc, il y a une petite alerte. C'est quand même peut-être pas complètement aussi bien que l'intraveineux. Et donc, ça sert de voie clairement de secours. Mais dès qu'on peut, probablement repasser à l'intraveineux. Et puis, un des autres points qui était discuté, c'était le site d'accès. Est-ce que le tibia, c'est pas un peu trop loin et du coup, ça n'expliquerait pas ces résultats. Et donc, il y en a qui discutent de favoriser plutôt l'humérus. Mais pour l'instant, on n'a pas de données pour ça. Donc, voilà. Sur les algorithmes de traitement, et là, pas de changement, mais je pense que Tara en reparlera. Rythme non choquable, l'adrénaline le plus tôt possible. Rythme choquable, c'est que dans la fibrillation ventriculaire réfractaire
Et là, après le troisième choc, on a l'adrénaline et l'amiodarone, ou la lidocaïne, qui revient avec une place équivalente à l'amiodarone, mais comme il n'y a pas vraiment de bénéfice de l'un par rapport à l'autre, je pense que ça n'a pas d'intérêt de changer nos protocoles de prise en charge, donc restez à l'amiodarone. Si la lidocaïne vous plaît, vous pouvez. 300 mg et puis 150 mg après le cinquième choc si on est toujours en fibrillation. Et puis, le dernier point en thérapeutique, c'est le rappel de la place de la thrombolyse. Et là, on a les belles études de l'équipe nantaise à partir des données de REAC qui montraient clairement qu'il y avait une survie chez les patients thrombolysés en cas de suspicion d'embolie pulmonaire. Donc, je dis que l'écho ne permettait pas de faire le diagnostic, mais de temps en temps, on l'a, ce diagnostic d'embolie pulmonaire, où on le suspecte simplement, et là, ça suffit pour thrombolyser. Et donc, on peut thrombolyser soit avec de l'actilyse, soit avec de la métallyse. Ça, c'est Et par contre, quand on thrombolyse, 60 à 90 minutes après la thrombolyse de RCP. Voilà l'algorithme récapitulatif de l'ensemble de la prise en charge, qui n'a pas vraiment changé. On rappelle sur la RCP de haute qualité avec l'oxygène, les compressions continues, l'accès intraveineux, l'adrénaline, l'amiodarone, traiter les causes curables. Pensez à la suite, le RCP mécanique pour le transport, et pensez surtout aux indications d'ECMO. Et puis, après la RAX, et là, on sort un petit peu du sujet, mais vraiment avoir une prise en charge optimale après la RAX pour limiter les lésions de reperfusion. Voilà. L'ICPR, je ne vais pas en reparler parce que Eric, mais c'est vrai qu'il y a une très belle étude randomisée sur le sujet, mais il vous l'abordera, et qui a montré vraiment l'intérêt de l'ICPR pour des patients très sélectionnés. Et pour finir, un petit mot de l'algorithme pédiatrique qui n'a pas changé. La seule chose qui est vraiment nouvelle dans cet algorithme, donc on commence toujours par 5 insufflations pour un enfant qui ne respire pas normalement, 2 insufflations et 15 compressions après pour les professionnels. Et puis ce qui change, c'est la fréquence de la ventilation, où il faut adapter en fonction de l'âge la fréquence de la ventilation, parce qu'on a tendance probablement à hypoventiler ces enfants qui avaient besoin de plus de ventilation. Donc 25 chez le nourrisson, 20 supérieurs à 1 an, 15 supérieurs à 8 ans, et on revient chez l'adulte à partir de 12 ans. Donc voilà, la seule modification dans la prise en charge, en tout cas pour la RCP un peu avancée chez l'enfant. Et bien orienter les patients sur des centres qui prennent en charge ces arrêts cardiaques, qui ont l'habitude des cardiac arrest centers. C'est un niveau 2A de recommandation, parce qu'on peut faire de la coronarographie à 24, parce qu'on a la maîtrise de la technique du contrôle ciblé de la température, il y a une expérience des équipes, et puis il y a de l'ECMO, et c'est ça qui va permettre d'améliorer le pronostic des patients après la reprise d'activité circulatoire. Donc, favoriser vraiment l'orientation des patients dans des centres adaptés. Voilà, donc en conclusion, et pas vraiment, il faut vraiment optimiser la RCP. C'est vraiment le rôle de l'équipe médicale. Et ça, c'est optimiser la RCP pour protéger le cerveau. C'est vraiment une réanimation cardio-cérébrale plus que cardio-pulmonaire. Et puis, ne pas induire de nos flots avec des actes techniques. Et c'est vrai que là, on a vraiment des données. Batailler sur une intubation en arrêtant le massage, clairement, c'est délétère. Il vaut mieux arrêter pas intuber, continuer à ventiler au bahut. Et privilégier le massage cardiaque. C'est vraiment ça le message dans la réanimation. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Guillaume. Tu as commencé par dire qu'il n'y avait pas beaucoup de nouveautés, puis finalement, tu nous en as beaucoup appris. Donc, il va y avoir plein de questions à toi. Je vais avoir le plaisir d'introduire le professeur Chouillet des urgences de Nancy. Bonjour Tahar. Donc Bonjour. Tahar avait axé ses recherches sur l'insuffisance cardiaque, mais aussi il a fait de la recherche fondamentale sur l'arrêt cardiaque avec des schémas pour essayer de comprendre sur le cochon comment fonctionne l'adrénaline. Il me semble que c'est de cela dont il va nous parler. Donc à toi la parole. Alors, Carlos, je ne sais pas si voilà, partagé. Est-ce que là vous voyez bien mon écran, Carlos? C'est parfait. Bonjour à toutes et à tous. Merci Carlos pour cette invitation et merci à mon ami Guillaume d'avoir pas défloré le sujet sur l'adrénaline. Et c'est avec plaisir que je vais essayer de vous parler un petit peu de comment optimiser l'utilisation de l'adrénaline, cette molécule qui reste la molécule de référence de l'arrêt cardiaque au moment où on se parle. Alors.
tout d'abord, juste pour mes conflits d'intérêts, pour être complètement transparent avec vous. Donc, j'ai des conflits d'intérêts avec Novartis pour la partie insuffisance cardiaque, Air Liquide, Vigon et pour la partie arrêt cardiaque, et General Electric et Mindray parce qu'on travaille beaucoup également sur l'échographie et l'insuffisance cardiaque dans le service. Donc, essentiellement, donc, pour cette présentation, j'ai des conflits d'intérêts avec ces deux sociétés qui nous ont permis de contribuer à nos recherches. Pour faire cette présentation, je me suis basé sur les différentes recommandations qui existent à l'heure actuelle, les différentes sociétés savantes ou organismes qui travaillent sur les recommandations de l'arrêt cardiaque, et j'ai balayé un petit peu toute la littérature, et je vais essayer de ne pas vous inonder de littérature et de résultats, mais en tous les cas, essayer de partager avec vous des réflexions, parce qu'on en est vraiment au début de nos réflexions sur des nouveaux paradigmes sur l'utilisation de l'adrénaline. Alors, comment j'ai essayé de répondre à la question que Carlos et la commission scientifique de Resuval m'a posée? Tout d'abord, c'est est-ce que ça fonctionne, l'adrénaline? Donc ça, ce sera le premier point, le premier tiers de la présentation. Le deuxième point, c'est comment on peut optimiser cette présentation, cette utilisation de l'adrénaline, peut-être en raccourcissant les délais. Je vous présenterai un point de vue qui repose sur des données scientifiques intéressantes. Et est-ce que vraiment la dose de 1 mg est la bonne dose qu'il faut utiliser pour nos patients? Voilà un petit peu comment je vais structurer cette présentation. Tout d'abord, est-ce que ça fonctionne, l'adrénaline? Alors, Guillaume vous l'a dit, dans le nouvel algorithme qui est sorti dans les recommandations à la fois de l'AHA et de la Société européenne de réanimation, l'adrénaline a une place notable, et en particulier dans les rythmes non choquables, où là, il y a une notion qui est vraiment importante, qu'il faut dégager et qu'il faut rappeler, c'est qu'il faut, pour les rythmes non choquables, le plus rapidement possible, on y reviendra sur la deuxième tiers de la présentation, utiliser l'adrénaline. Alors, je rejoins Guillaume sur les restrictions sur la voie d'accès. La voie intraveineuse a été mise en avant comme valeur probablement la plus efficace, avec une dose de 1 mg toutes les 3 à 5 minutes. Ça a été répété. Mais vous voyez que dans l'algorithme, ce que je voulais insister, c'était que dans l'algorithme du rythme non choquable, il est beaucoup plus haut que dans le rythme choquable, où, bien sûr, il a été mis en avant la défibrillation. Et ça, il ne faut pas oublier, le plus rapidement possible, défibriller ces patients avant l'adrénaline, alors que c'est l'inverse pour les rythmes non choquables quand ils sont pris en charge par les premiers secours. Et ça, c'est vraiment une notion qui est importante. Donc, quelque part, on peut sentir que l'adrénaline, parce qu'elle a été mise en avant par les recommandations, est une molécule qui mérite toute sa place. Je vous ai présenté 2 papiers, encore une fois, pas pour inonder de statistiques, mais pour qu'on ait une réflexion tous ensemble sur l'adrénaline. Ici, un papier qui est sorti dans le JAMA en 2012, qui est déjà vieux, mais qui est une donnée donc observationnelle de nos amis japonais, qui ont des registres qui sont extrêmement importants. Et vous voyez que là, ils ont analysé plus de 400 000 patients qui avaient été pris en charge pour arrêt cardiaque, dont plus de 15 000 qui avaient reçu de l'adrénaline. Alors, resituons le contexte. Au Japon, c'est du scoop and run. Il n'y a pas de système préhospitalier, en tout cas de médicalisation préhospitalier, excusez-moi, pour la prise en charge. Donc, ce qui explique peut-être la proportion un peu plus faible d'adrénaline à injecter. Nonobstant cette réflexion, quand on regarde les analyses de ce registre, encore une fois, vous voyez ici que clairement, quand on regarde à la fois les ROX, alors ça marche, l'adrénaline, puisqu'on se posait la question de ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, vous voyez qu'on récupère des rythmes cardiaques, des cœurs qui repartent avec l'utilisation de l'adrénaline, mais il ne faut pas se voiler la face. Vous voyez que très clairement, à chaque fois, on a la courbe inverse en ce qui concerne le pronostic des patients, à la fois en termes de survie et à la fois en termes de récupération neurologique. Donc vous voyez que cette courbe-là, c'est une courbe qu'on retrouve alors
je vous mets bien que c'est une étude observationnelle qui n'est pas randomisée, mais c'est des résultats qui sont ajustés donc, sur un certain nombre de facteurs confondants, que ce soit les délais de no-flow, que ce soit les rythmes choquables, pas choquables, les délais les doses d'adrénaline, etc. Et l'étude a été quand même bien ajustée et on voit quand même cette tendance à récupérer des rythmes cardiaques, mais pas forcément un pronostic neurologique favorable. Alors, cette étude observationnelle, et il y en a d'autres, hein, encore une fois, je ne voulais pas inonder cette présentation de chiffres, a été corrélée par un essai randomisé, donc, qui a fait beaucoup de bruit ces dernières années, qui est l'essai Paramedics 2, qui avait inclus donc un certain nombre de patients, donc on était à plus de 8000 patients inclus, avec 2 groupes de patients, un groupe qui recevait de l'adrénaline en préhospital, enfin en urgence, et d'autres qui recevaient donc du placebo, et donc on avait suivi ces patients dans cet essai, encore une fois, qui était randomisé à la prise en charge. Alors, vous voyez les résultats, vous les connaissez aussi bien que moi. Donc, on retrouve les données des registres qui sont présentées ici donc, par Perkins et son équipe. Vous voyez que quand même, on a 36% de récupération de rythme, donc de rythme cardiaque, hein, par rapport à un chiffre de 12% pour le placebo. Vous voyez que le placebo fait quand même 12%. La qualité du massage est probablement important de le signaler, mais on a quand même une différence qui est significative pour ces patients-là, avec très peu, vous voyez, de données manquantes, hein, qui renforcent, si vous voulez, le caractère assez dur de ces analyses. Donc ça, premier message, on récupère, ça confirme les données de registre, donc ça, on est bien content de le savoir. Par contre, en effet, si on a quelque chose d'assez favorable sur la survie à 30 jours, avec un odds ratio, vous voyez qu'on est tout près du 1, hein, à quelques malades près, on aurait pu être non significatif. Il ne faut pas nier qu'on retrouve également la donnée du registre sur cette étude randomisée avec un odds ratio qui est à 1,2 cette fois-ci et avec des patients qui ont un score neurologique extrêmement catastrophique chez ces patients-là. Et donc ça, c'est quelque chose qui se confirme à l'arrivée à la sortie de l'hôpital, mais également à 3 mois. Donc, vous voyez que quelque part, c'est quelque chose qui va nous poser question. Alors, voilà. Donc, bien sûr, ça, c'est un autre score que le score CPC, mais vous voyez que ces patients-là qui étaient dans le groupe placebo, on a beaucoup moins de patients qui avaient des scores de pronostic neurologique extrêmement mauvais. Et donc, du coup, on a cette notion qui veut nous faire à la fois sentir que les registres et l'étude randomisée, et ça, c'est quand même un élément fort de la littérature, quand on va dans le même sens, c'est-à-dire qu'on récupère des rythmes cardiaques, très bien, c'est probablement le début de la guérison pour nos patients et de la récupération, mais on paye un lourd tribut à l'heure actuelle au pronostic neurologique des patients, et ça, c'est quelque chose qui doit être notre challenge. Tout à l'heure, et Guillaume a bien terminé sa présentation en disant que c'était de la réanimation, puis maintenant cardiovasculaire, il ne faut pas se leurrer, c'est du cardio-cérébral qu'il faut qu'on envisage. Et l'adrénaline est un des leviers pour justement discuter cette réanimation cardio-cérébrale. Justement, donc si on avance d'un pas, est-ce qu'il n'y a pas des moyens justement de travailler sur cette réanimation cardio-cérébrale avec un levier qui serait de raccourcir les délais? Là aussi, je n'ai pas voulu vous inonder de littérature. Je vous ai mis le dernier essai qui est sorti de grande envergure, hein, je dirais, qui est sorti en janvier dernier, sur justement l'utilisation, le timing d'utilisation de l'adrénaline pendant la réanimation cardio-pulmonaire pour les arrêts cardiaques extra-hospitaliers. Et probablement que... alors, est-ce que c'est plus intéressant de le faire plus précocement? On a l'impression que les reviewers et les experts des recommandations le sentent, puisque dans les rythmes non choquables, ils ont insisté énormément dessus. Alors, que dit ce papier toujours nos confrères japonais, qui a été publié donc, dans Choc, qui évalue un petit peu ces délais d'injection, et probablement on va avoir des pistes de réflexion. Alors, vous voyez qu'ici, on est sur un registre de plus de 800 000 malades, qui aboutit à une analyse de patients de plus de 100 000 malades ayant été pris en charge
en extra-hospitalier pour un arrêt cardiaque. Vous voyez donc des cohortes qui sont extrêmement grosses. Et ce qu'on voit dans l'analyse, alors méfiez-vous, hein, ce que je vous présente, c'est les résultats non ajustés, mais je vous présenterai les résultats ajustés tout de suite après. Et vous voyez ici le temps, vous voyez ici les pronostics neurologiques des patients, ici le nombre de patients. Et vous voyez que très clairement, la courbe des patients avec un pronostic neurologique favorable s'écroule avec le temps. Et vous voyez que ici, le nombre de patients qui peuvent avoir des scores neurologiques élevés reste quand même extrêmement important dans des délais courts de prise en charge quand on a, si vous voulez, des patients qui ont des délais courts d'injection d'adrénaline. Donc le message est probablement en dessous, que clairement le pronostic est lié au délai d'injection d'adrénaline. Et ça, c'est une question qu'il va falloir se poser dans les prochaines années probablement. Et alors, quand on regarde les résultats ajustés, ce qui a permis de définir des time-lapse qui étaient intéressants, encore une fois, et on voit bien que, bien sûr, les odds ratios à 0, sur la fourchette 0,5 minutes, qui serait le temps idéal, et sont importants, mais enfin, entre 6 et 10 minutes encore plus, parce que là, ça ne touche pas la ligne du 1, et là, c'est significatif, mais vous voyez qu'il se passe quelque chose au-delà de la 10e, 15e minute. Là, il commence à se passer quelque chose. Donc, quand on remet, et ça, je le soumets à votre réflexion et on pourra en discuter si vous le voulez après, en perspective, le délai d'arrivée moyen des SMUR en France qui est de 10 minutes, vous voyez qu'il y a des éléments qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble sur la pertinence de ces délais-là. Et vous voyez que là, quelque part, avec cette étude, encore une fois, c'est là, les résultats sont ajustés comme ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Ça mérite qu'on y réfléchisse tous ensemble. Donc au total, pour cette partie de ce deuxième tiers que je voulais aborder avec vous, oui, le temps d'injection de l'adrénaline est probablement quelque chose qui doit également agir sur le cerveau. On en revient donc à ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'adrénaline est une molécule qui est intéressante, mais probablement qu'il va falloir l'injecter peut-être un peu plus tôt que ce que nous réalisons dans nos données de registre. Dernier volet, et qui m'intéresse moi particulièrement à l'heure actuelle, sur la dose d'adrénaline avec qui on travaille très étroitement avec l'équipe de Guillaume Debatty et à Nancy avec Déborah Yeager. C'est cette dose d'adrénaline qui peut nous poser question. Alors pourquoi on peut se poser cette question? Parce que quand on regarde ces données qui datent maintenant de 2018, qui sont des données de Seattle, qui est entre guillemets un centre expert de l'arrêt cardiaque dans le monde, et Fisk avait fait ce travail très intéressant. Alors vous voyez, ça remonte un petit peu, c'est un travail qui a été fait en octobre 2012. Les recommandations n'étaient pas les mêmes que maintenant sur la ventilation. Il y a plusieurs biais à ce travail qui est un travail non randomisé, mais qui est un travail de registre, où ils avaient testé donc 0,5 mg d'adrénaline avec des délais qui étaient un peu différents, vous voyez, entre 4 et 8 minutes pour les patients avec un rythme choquable. Ils avaient aussi cette tendance, cette simple impression qu'il fallait faire attention pour les rythmes choquables. Et vous voyez que là, pour les rythmes non choquables, ils étaient plus proches de toutes les 2 minutes, avec toujours une dose de 0,5 mg d'adrénaline. Malheureusement, cette étude est négative. En tous les cas, il n'y a pas de différence significative, que ce soit sur les ROX, sur la survie et sur le pronostic neurologique des patients. Et quand vous regardez les résultats ajustés de cette étude, ils sont également non significatifs. Donc, on avait un petit holà sur cette dose de 0,5. Mais encore une fois, cette étude a pas mal de biais et ne repose pas sur les nouvelles recommandations, en particulier sur la ventilation, etc., etc. Mais il faut qu'on garde à l'esprit, et ça c'est un papier qui date de 2009, que très clairement, l'adrénaline entraîne une réduction de la perfusion cérébrale par une vasoconstriction qui est documentée, alors à la fois sur les modèles animaux et sur le modèle humain, avec la mesure des NIRS cérébraux. Donc, on voit bien ici sur ce travail qui date de 2009, sur également des cochons qui étaient anesthésiés, mis en fibrillation ventriculaire, réanimés, ils ont été surveillés également pendant la phase
post-réanimation. Et vous voyez que quand ces patients, pendant la phase de réanimation, quand on utilisait l'adrénaline, on avait une baisse des modifications significatives en fait, de la perfusion cérébrale qui revient quand on arrête l'adrénaline en post-ressuscitation. Donc clairement, il y a un problème microcirculatoire qui est réalisé avec l'adrénaline. Donc nous, on a lancé une étude qui est terminée à l'heure actuelle où on a évalué, alors je ne peux pas vous présenter les résultats malheureusement parce qu'ils sont under review et je ne voudrais pas qu'on passe à côté, mais je vais vous les donner oralement. On a randomisé en fait 3 groupes de cochons qui étaient des cochons donc anesthésiés en fibrillation ventriculaire réfractaire. Avec donc cette randomisation a concerné 3 doses d'adrénaline à 0,25, 0,5 et 1 mg. Et on a fait une étude, en fait, ils étaient monitorés de façon hémodynamique pour pouvoir mesurer la pression de perfusion coronaire. Et on sait que cette pression de perfusion coronaire, quand elle atteint un seuil, elle est corrélée donc à la reprise du RAX et donc potentiellement à la survie. En même temps qu'on a fait cette mesure de pression hémodynamique, on a surveillé en fait les NIRS cérébraux et les NIRS cutanés pour voir un petit peu l'effet de ces doses d'adrénaline. On avait fait une étude de non-infériorité pour voir si les faibles doses d'adrénaline aboutissaient à un seuil de perfusion coronaire qui autorisait les RAX et surtout n'avaient pas de conséquences sur la perfusion cérébrale et la perfusion tissulaire. Les résultats sont intéressants puisque on montre qu'avec les doses moindres d'adrénaline, nous atteignons les bons seuils de pression de perfusion coronaire, sachant que celle-ci était mesurée par un cathéter qui était monté dans la aorte abdominale et on avait un cathéter qui était monté dans la aorte, dans l'oreillette droite pour mesurer donc la différentielle, ce qui nous donnait la perfusion coronaire. Et on avait mesuré en même temps les NIRS cérébraux et les NIRS cutanés. Et on voyait bien très clairement qu'à 1 mg, il y avait une différence assez notable quand on utilisait par rapport à 0,5 mg où il y avait un maintien de la microcirculation. Et donc, on peut espérer que l'hypothèse des faibles doses sur un essai de la plus grande ampleur randomisé pourrait nous permettre chez l'adulte, en termes cliniques, des résultats intéressants. Voilà un petit peu où on en est de la réflexion sur l'adrénaline. Et donc, pour terminer, ça sera ma diapositive de conclusion. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. L'adrénaline, hein, clairement, vous l'avez vu avec l'essai à la fois randomisé et les travaux sur les registres. Ne faut-il pas raccourcir les délais? Probablement. J'en suis convaincu que ces délais d'injection, mais c'est probablement ici, ça interagit avec le délai de réanimation et le délai de no-flow. Et est-ce que la dose de 1 mg est la bonne? Je pense clairement qu'on va avancer vers des études qui vont débuter, j'espère, avec des doses moindres, mais avec des essais randomisés à plus grande ampleur. Voilà, je vous remercie beaucoup de l'invitation, encore une fois, et puis on pourra en discuter, bien entendu, dans les questions par la suite. Merci Tahar pour cette présentation très complète donc, sur l'adrénaline. J'appelle maintenant Eric Césareo, qui est urgentiste et anesthésiste, qui est directeur adjoint du SAMU 69, qui va nous parler donc de l'ECMO. Quel patient choisir? Y existe-t-il encore des indications? Et si oui, pour quelle situation donner? Eric, est-ce que tu es là? Oui, Mickaël, je suis là. J'essaie d'afficher mon écran. Est-ce que vous le voyez? Pas encore. Alors, on va couper écran ça. partagé. Il faut que tu enlèves ton partage d'écran. Voilà, je pense que Tahar. Excusez-moi, c'est de ma faute. Je t'en prie, Tahar, il n'y a pas de problème. Où est-ce que mon écran maintenant? Il souhaite celle-ci. Ah, sabotage. Excusez-moi. Elle était sortie. Elle doit être là. Alors, on va prendre un petit peu de retard. Je vous prie de m'excuser. Voilà, donc là, vous devriez la voir. On ne l'a pas, non, pour le moment, Eric. Vous n'avez pas encore. Alors, bon, qu'est-ce qui se passe? Sabotage. Écran partagé. Là, vous ne devriez pas tarder à la voir. Est-ce que là, vous l'avez?
Ça y est, c'est en train. Bon, ça y est, on y est. voilà, C'est tout bon. C'est parfait, on va la mettre plein pot. Voilà, donc je vous remercie pour cette invitation. On va parler d'ECPR, autrement dit d'ECMO véno-artériel dans la prise en charge de l'arrêt cardiaque. Pour commencer, en guise d'introduction, un bref rappel sur le fonctionnement. Donc ça consiste à aspirer du sang veineux dans une canule qu'on a poussée à la jonction, en gros, oreillette droite, veine cave inférieure. C'est une canule de gros diamètre, hein, qui doit faire entre 23 et 29 French. Donc, par comparaison, ça représente à peu près le diamètre d'un 5e doigt. Cette canule est introduite par voie fémorale. Puis le sang veineux est aspiré par la pompe, dirigé vers une membrane. Et là, il va être décarboxylé et oxygéné. On va réinjecter le sang par l'intermédiaire d'une canule fémorale. Ce qu'on vise, c'est perfuser l'organe cible, qui est le cerveau, par voie rétrograde. Donc à ce niveau, déjà, 3 remarques. La première, c'est que lorsque vous mettez un capnot pour mesurer le TCO2, les valeurs de TCO2 sont quasi nulles, puisqu'il y a déjà eu décarboxylation au niveau de la membrane. Deuxième remarque, c'est que si vous avez en place un cathéter dans une artère radiale, vous aurez une courbe qui est linéaire. Il n'y a pas de courbe, d'ailleurs, c'est juste une ligne droite qui correspond au niveau moyen de la pression artérielle. La machine aspire et pousse en continu. Enfin, dernière remarque, même si ça paraît très simple en théorie, la mise en application pratique est parfois un petit peu plus compliquée. Vous imaginez bien qu'avec un dispositif de massage cardiaque externe automatisé, on a 100 fois par minute l'abdomen qui revient au niveau du scarpa. Alors, pour répondre à la question de savoir si l'ECMO véno-artériel est une bonne indication dans la prise en charge de l'arrêt cardiaque, je vous renvoie à ce papier récent, publié en novembre dans une revue de rang A. C'est le travail d'une équipe américaine de Minneapolis, où les patients vont être randomisés en 2 bras. Un bras pris en charge par ECMO des fibrillations ventriculaires réfractaires, un bras pris en charge traditionnelle des fibrillations adrénaline, amiodarone, des fibrillations réfractaires. Lorsque l'on regarde le flowchart de l'étude, il est plutôt simple. Le patient s'effondre, l'appel au 911, on envoie d'emblée une équipe de paramédics. Le patient sera inclus lorsqu'il aura eu 3 chocs externes, avec toujours persistance de la fibrillation ventriculaire. Il faut que ce soit un adulte, compris entre 18 et 75 ans. Il faut de plus qu'il y ait systématiquement une mise en place d'un dispositif externe de massage cardiaque. Enfin, critère plutôt limitatif, le délai entre effondrement et arrivée au premier hôpital doit être inférieur à 30 minutes. Parallèlement, lorsqu'il y a eu 2 chocs délivrés, le centre 911 alerte l'équipe ECMO, qui est de garde H24, 365 jours sur 365. Le rendez-vous est donné à la première table de coronarographie voisine de l'effondrement. Il y a 3 tables de coronarographie qui participent à l'étude. Lorsque le contact est réalisé entre le patient et l'équipe de paramédics, puis l'équipe ECMO, la décision se fera à partir du moment où le TCO2 est supérieur à 10 mm de mercure, la PO2 supérieure à 50, la SAT supérieure à 85% et le taux de lactate inférieur à 18 mmol par litre. Donc, la procédure est réalisée, puis le patient va bénéficier d'une coronarographie avec plus ou moins angioplastie. En fin de procédure, tous les patients sont dirigés vers une seule et unique réanimation qui va prendre en charge tous les patients inclus. Lorsqu'on regarde les résultats, on voit que dans le groupe prise en charge ECMO, il y avait 15 patients dans chaque bras, donc c'est une étude intermédiaire, 10 mois après le début d'étude, 15 patients dans chaque bras. Dans le groupe ECMO, il y a 14 patients qui seront analysés. Un patient vivant forcément a retiré son consentement au 3e jour. Donc il reste 6 patients vivants sur 14 qui vont quitter la réanimation. Dans le bras prise en charge traditionnelle, c'est un seul patient sur 15 qui va quitter vivant la réanimation. Mais regardez les résultats à 4 mois, c'est une diapositive que vous a montré tout à l'heure Guillaume, les résultats sont très nets, il n'y a pas photo. À 4 mois, les 6 patients vivants sont revenus à domicile, sont CPC1, CPC2,
sans déficit neurologique, il y a 5 patients CPC1, un patient CPC2, alors que dans le groupe prise en charge traditionnelle, aucun patient n'est survivant. Donc, il n'y a pas photo. Oui, on a maintenant des preuves de l'efficacité de l'ECMO véno-artériel dans la prise en charge des arrêts sur fibrillation ventriculaire réfractaire. Alors, pour dérouler un petit peu plus l'algorithme de pose de cet ECMO véno-artériel, je vous propose de vous rapporter l'expérience de l'unité de Lyon. Donc, nous prenons pour la moitié de notre activité, c'est la prise en charge d'arrêt cardiaque, c'est ce qui nous intéresse. On voit qu'il y a un gros quart sur la pose de véno-veineuse, en particulier dans cette période Covid, et puis un petit quart concerne la pose d'ECMO dans le cadre d'une insuffisance cardiaque, que ce soit post-infarctus, post-arrêt, post-embolie ou post-cardiopathie toxique. Donc, si on revient à ce qui nous intéresse, la pose des ECMO sur arrêt cardiaque, on voit qu'il s'agit d'une population qui est essentiellement masculine, plutôt jeune, avec un âge médian de 47 ans. Concernant les poses que nous avons réalisées, 23 sont réalisées en extra-hospitalier, 20 sont réalisées en intra-hospitalier, c'est de l'arrêt cardiaque intra-hospitalier qui se déroule sur une table de coronarographie, au bloc opératoire de choix ou bien en réanimation. Quand on regarde les rythmes au moment où l'ECMO est implanté, on voit que nous avons 22 fois de la fibrillation ventriculaire réfractaire, 6 activités électriques sans pouls et 14 asystoles. Quand on va un petit peu plus loin, qu'on cherche à savoir quel est le devenir des patients en fonction des rythmes au moment de l'implantation, on voit bien que sur les asystoles, 14 pauses, 13 patients sont décédés, nous n'avons qu'un seul patient survivant CPC1, CPC2, et encore, ce patient était un patient qui avait une fibrillation ventriculaire réfractaire, qui était installé sur une table de coronarographie, qui avait une sténose du tronc commun. Ce patient avait bénéficié de 12 chocs, et au moment où l'équipe ECMO arrive, le patient passe en assistance. Quand on regarde le devenir des activités électriques sans pouls et ce qu'ils deviennent, c'est 6 patients que nous avons implantés, 6 échecs, puisque 6 patients sont décédés, 2 patients ont survécu, entre guillemets, sur un statut neurologique plutôt défavorable, 3 et 4. Donc, il y a eu abstention des thérapeutiques actives et ces patients sont décédés dans le premier mois. Un patient a permis un prélèvement multi-organe. Enfin, ce qui est pour nous le plus intéressant, si on s'intéresse aux 22 fibrillations ventriculaires que nous avons implantées, tout venant, nous avons 7 patients vivants, CPC1, CPC2, ce qui représente 31,8% de bons résultats. Mais encore plus intéressant, il existe une vraie différence dans nos résultats entre les patients que nous avons cannulés en extra-hospitalier. On voit qu'il y a 13 patients, 6 patients sont vivants sans séquelles neurologiques, ce qui représente 46% de bons résultats. À l'inverse, et contre toute attente, sur les patients implantés en intra-hospitalier, 9 patients ont bénéficié d'une ECMO véno-artérielle, un seul patient est vivant sans séquelles neurologiques. La cause, elle est simple. Regardez les durées de low flow, 67 minutes lorsque nous posons à l'extra-hospital, versus 99 minutes avec des extrêmes, vous avez vu, compris entre 75 et 142 minutes dans l'hôpital. Nous sommes visiblement appelés un petit peu tard et il va falloir faire un vrai effort de communication auprès de nos collègues. Donc, pour résumer les pauses extra-hospitalières, c'est 23 arrêts cardiaques en extra-hospitalier, 13 fibrillations ventriculaires, 46% de bons résultats, mais c'est tout à fait comparable aux chiffres publiés par Lionel Lameau à Paris, où 38% de ces patients, dans une série de 42, avaient des bons résultats. Pareil à la série Dianopoulos, 43% de bons résultats dans une série de 58 patients. En ce qui concerne l'asystole, l'activité électrique sans pouls, visiblement, il n'y a pas d'indication. Donc, on voit bien que ce qui nous intéresse pour la pose d'ECMO véno-artériel sur l'arrêt cardiaque, ça concerne la fibrillation réfractaire. Alors, pour nous, l'algorithme de pose est le suivant. Lorsque on reçoit un appel au SAMU pour arrêt cardiaque, si on a la notion d'un no-flow inférieur à 5 minutes, ou en tout cas d'un arrêt devant témoin, d'une absence de comorbidité lourde, d'un âge inférieur à 65 ans, nous envoyons sur place l'équipe ECMO et un SMUR comme d'habitude. Lorsque l'équipe SMUR arrive au premier contact, 2 possibilités, rythme choquable ou rythme non choquable.
Si le rythme est non choquable, nous n'avons pas d'indication à la pose d'une ECPR. Nous rappelons l'équipe ECMO qui fait retour basse. Si le rythme est choquable, on attend l'arrivée de l'équipe ECMO. Lorsque l'équipe ECMO arrive, elle va s'assurer de l'absence de contre-indication, en particulier pas de comorbidité, vérifier que le TCO2 est bien supérieur à 10 mm de mercure, que la dose d'adrénaline reçue soit en tout cas inférieure à 5 mg. Nous n'avons pas de critères sur la SAT. Nous avons sûrement un matériel un petit peu moins performant que nos collègues américains. Donc, lorsque le rythme est choquable, qu'il n'y a pas de contre-indication, nous allons poser l'ECMO à partir du moment où on est sûr qu'elle puisse tourner dans les 90 minutes après l'effondrement. Enfin, deuxième possibilité à l'arrivée de l'équipe ECMO, et c'est la plus fréquente, le rythme s'est dégradé, c'est une activité électrique sans pouls ou une asystole. Les critères de pause vont dépendre uniquement de la présence de signes de vie forts au cours du massage cardiaque externe. Quand je parle de signes de vie forts, Guillaume a beaucoup travaillé sur ces signes de vie forts. Je parle des mouvements per massage, d'ouverture des yeux, de la réactivité pupillaire. Nous ne considérons pas à Lyon que le gasp isolé soit un signe suffisant pour se décider à la pose d'une ECMO. Donc, je vous propose de regarder ce petit film. Voilà. Voilà ce que nous appelons d'échec, je parle d'arrachement de la canule fémorale alors qu'elle n'est pas encore fixée, de dilacération de la canule veineuse, de la veine fémorale au moment de l'introduction de la canule veineuse, et puis parfois, 2 fois, l'absence on ne nous a pas retrouvé l'artère fémorale. Donc, un nombre d'échecs qui est en cours de diminution, mais qui existe encore. Quand on parle de complications, j'ai regroupé les 11 patients qui ont survécu au moins 1 mois. Nous avons des hématomes, 1%, des sepsis, qui sont souvent liés au décours de l'hématome, 37%. Enfin, 3 épisodes, 3 patients, 27% d'ischémie de membre, qui ont nécessité Fogarty 2 fois, patch d'élargissement 1 fois. Il n'y a eu aucune amputation. Enfin, pour bientôt conclure, je voudrais quand même souligner que la procédure est lourde, que chaque fois que l'équipe ECMO se déplace, il n'y a pas forcément pause. En moyenne, on se déplace 7 fois pour retenir une seule indication, et que les raisons pour lesquelles on ne pose pas, c'est une RAX dans un peu moins de la moitié des cas, et c'est tant mieux pour le patient. Et puis, la grosse moitié des cas, ce sont des patients pour lesquels nous arrivons probablement déjà trop tard, qui repassent en asystole ou qui ont une activité électrique sans pouls, sans signe de vie fort. Alors, pour conclure, Guillaume en a parlé, les recommandations publiées en avril de l'European Council, le CPR est effectivement maintenant reconnu comme une deuxième ligne de traitement efficace dans la prise en charge des fibrillations ventriculaires réfractaires. La vraie question, c'est de savoir s'il faut poser l'ECMO sur les lieux mêmes de l'effondrement, ce que nous faisons avec les Parisiens, ou s'il faut faire un scoop and run, ramener le patient sur un centre d'ECMO où l'ECMO sera posé en intra-hospitalier. Donc, tout à l'heure, Mathieu nous a parlé du massage per transport. Tout reste à faire. Il y avait une étude APACAR que nous n'avons pas pu mener à terme, qui cherchait à étudier le lieu idéal pour la pose de l'ECMO. Nous espérons pouvoir la renouveler. Alors, l'équipe de Minneapolis, Yiannopoulos, a lui peut-être trouvé une solution intermédiaire. Il suffit pour ça d'avoir de généreux donateurs, 18,5 millions de dollars en dons. Le camion va se rapprocher du patient. Parallèlement, l'équipe ECMO, l'équipe de paramédics se dirige vers le camion. Le camion, comme vous voyez, est parfaitement équipé. La pose est percutanée. Il y a possibilité de scopie, donc très facile de savoir si vous êtes dans la veine. Le leader monte à droite ou dans l'artère, le leader monte à gauche. Enfin, les circuits sont déjà purgés. Je vous rappelle ou je vous apprends que le coût d'un circuit, c'est 4 500 €.
Donc voilà, une solution intermédiaire. Je soumets ça à votre sagacité et je vous remercie en tout cas d'avoir écouté mon intervention. Merci beaucoup, Eric. C'était très, très clair, très enrichissant. Je t'invite à départager ton écran et puis aux autres intervenants d'activer votre vidéo Oui. afin que nous puissions répondre aux questions posées. Donc, je rappelle que nous avons un peu plus de 360 inscrits à ce printemps des urgences et 172 d'entre eux ont écouté attentivement cette question. Je vais reprendre les questions dans l'ordre posé, en attendant que Eric puisse départager son écran. J'essaye vainement. Le sabotage se poursuit. Voilà, je suis vraiment confus. Arrêtez, ça va être ça. Voilà. Super. Voilà. Alors, une première question pour Mathieu, posée sur le massage cardiaque externe. Alors, moi, je rajouterais que j'ai vu dans les recos, dans cette édition-ci, il s'applique à parler plutôt de compression que de massage. Alors, est-ce que c'est pour faire un peu plus scientifique ou pas? Tu nous en diras plus. La question ici, c'est concernant le plan. Tu as dit qu'on pouvait tolérer un plan mou. Patrice R se demande si, quand on est plusieurs avec des secouristes professionnels, ne faut-il pas en profiter au moment d'un relais de massage de ventilation pour changer le patient de plan. Et moi, je compléterai par une autre question. Est-ce que ton hypothèse là de tolérer le plan mou est-elle valable pour l'arrêt cardiaque intra-hospitalier? Évidemment, pas quand il se produit en réa où on peut rigidifier le matelas, mais en revanche, dans un service SSR, par exemple, où ça n'arrive pas tous les jours, est-ce qu'on peut tolérer ceci? Merci pour vos questions. Alors, c'est vrai que moi, j'ai été assez surpris de lire cette recommandation, qui est une recommandation forte sur un niveau de preuve faible. La réponse est très claire. Donc, effectivement, on parle de compression, je pense, pour s'aligner sur la terminologie internationale. On parle de compression, pas de massage. Mais il est clair que les recommandations disent qu'il faut absolument ne pas interrompre les compressions thoraciques et donc masser sur un plan mou. Mettre un patient déposer un patient du lit au sol, conduire l'interruption du massage, que les recommandations ou les gens qui ont contribué aux recommandations estiment complètement délétère. Ce qu'il précise toutefois, c'est que en cas d'arrêt intra-hospitalier, le plus souvent, ou en théorie, on peut disposer d'un plan de massage, notamment sur les lits déjà équipés. Il précise bien que le massage sur plan dur dans un lit doit être fait sur les lits déjà équipés et pas sur un plan dur qu'on va chercher, qu'on met sous le patient pour continuer à masser. Voilà, c'est très étonnant. Les recommandations, je n'ai pas d'avis personnel sur la question. Il est toujours, en médecine, je pense que l'ego tue. On a tous un avis personnel et ensuite les recommandations et notre expertise médicale, notre grande expertise médicale, nous fait prendre les décisions qu'on juge les plus adaptées. Les recommandations, elles sont claires et c'est aussi pour ça que je les ai que j'ai un peu appuyé sur la question. J'ai été franchement étonné. J'ai trouvé qu'un des derniers remparts de la RCP de base tombait avec cette histoire de plan dur. Il est clairement dit qu'il faut masser plus fort sur un plan mou. Voilà. Ce qui va sûrement favoriser la vie d'un certain nombre de secouristes, en particulier dans des milieux isolés. Hein, on pense dans les EHPAD ou des choses comme ça, où souvent les pauvres personnes présentes se battaient pour essayer de mettre effectivement un plan dur. Et il me semble avoir retenu que les études finalement retrouvaient que sur un plan dur, même si sur un plan statistique de distance on gagnait un petit peu, c'était pas cliniquement pertinent de gagner 1 ou 2 millimètres sur de la compression.
Alors peut-être que je suis désolé, rebondir sur la question en creux, en filigrane des appareils de monitorage de l'efficacité du massage. Peut-être que dans un deuxième temps, quand ces appareils seront développés et qu'ils auront prouvé leur efficacité à la fois sur la qualité du massage, mais aussi sur le pronostic du patient, peut-être qu'on pourra utiliser ces appareils sur un plan mou pour s'assurer que notre massage un peu plus fort, un peu plus intense, est efficace. Ça, c'est ouvert à débat. Mais... Je peux faire un petit commentaire sur les plans durs. Effectivement, c'est un des messages. On peut enlever de tous nos chariots d'urgence des hôpitaux le plan dur qu'on allait glisser derrière le lit et du coup les formations qui vont avec. Ça simplifie. En fait, c'est aussi un des messages de simplifier la prise en charge de l'arrêt cardiaque en disant il faut masser et pas courir au bout du couloir chercher le plan dur à mettre dans le dos et voilà. Et dans les études alors c'est sur simulateur, c'est autre, mais ça fait 3 mm d'écart. Alors certes, c'est significatif, mais 3 mm sur une compression, globalement, ce n'est pas cliniquement pertinent, on va dire. Guillaume, puisque tu as la parole, j'ai une question sur l'emplacement des électrodes. Tu en as parlé, ça bouge un peu, légèrement plus en postérieur. Pour le malade porteur d'un pacemaker, qu'en est-il? Là, pas de changement. Il faut que ça ne soit pas posé sur le pacemaker, donc un petit peu décalé et en fonction, soit un peu en dessous, soit se mettre en antéro-postérieur, c'est adapté, mais un peu en dessous. Donc là, il n'y a pas de changement dans les recommandations et dans les formations. Pas le coller sur le boîtier, quoi. Ok, très bien. Sinon, tu as parlé aussi des dispositifs subrachiotiques. Est-ce que leur succès aux États-Unis serait lié au fait que c'est posé par des paramédics, d'où un taux plus élevé d'échec en intubation? Oui, clairement, c'était ça. Ce qui ressortait de ces études, c'est vu leur taux de réussite d'intubation, c'est pas étonnant. C'est quand même beaucoup plus facile à poser. Ça permet, ça montre en tout cas que ça permet une ventilation qui est efficace et que ça fait aussi bien qu'une intubation avec des taux de réussite faibles. On n'a pas de grosses études randomisées entre intubation versus dispositif supraglottique. C'est peut-être la dernière qui manque. Voilà, mais donc pour l'instant, on a les deux options. Est-ce qu'on peut en conclure, c'est une autre question, qu'en cas d'intubation difficile, et patient totalement ventilable au bas-vu, il faut s'abstenir d'essayer d'aller plus loin, d'utiliser des devices un petit peu plus évolués et finalement mener la RCP correctement et finalement envisager l'intubation qu'en cas de RAX. Alors là, ce n'est pas précisé dans les recommandations, donc ça va être juste un avis personnel là, pour le coup. Moi, je serais assez pour ça, c'est-à-dire une tentative d'intubation, si échec, on peut passer à un dispositif alternatif type fast track ou ce qu'on a dans son sac ou dispositif supraglottique, mais effectivement pas s'acharner sur une intubation qui va dégrader la qualité du massage, en fait. C'est ça. Mais bon, là, c'est mon avis personnel, donc on peut demander l'avis des autres. Mais si je puis me permettre, juste pour rebondir sur la question de Michael, et ça sera également du niveau de l'expertise, hein, ça sera pas... moi, je crois vraiment de plus en plus qu'à partir du moment où la ventilation, et encore une fois, ça n'a aucun substrat scientifique, hein, ce que je vais vous dire, la ventilation est efficace au bas-vu et que la réanimation est bien menée, que la ventilation, donc, encore une fois, est efficace, le message que nous, on essaye de faire passer dans le service, c'est respecter peut-être ça et n'intuber les malades que si vous avez un RAX. Voilà. Ça n'a encore une fois de valeur que si et seulement si la ventilation au bas-vu est efficace. Et comme dit Guillaume, c'est vraiment l'important, c'est que vous puissiez ventiler le malade. Mais je crois que c'est une attitude qu'on doit avoir et qui rejoint, quand on les met en perspective, le plan dur. Il faut faire tout en sorte pour limiter au maximum l'arrêt du massage cardiaque. Donc, à partir de là, il faut mettre tout en œuvre pour, s'il faut ventiler au bas-vu pour ne pas perdre de temps avec l'intubation, s'il ne faut pas mettre de plan dur. Je crois que c'est ça notre leitmotiv, c'est de diminuer au maximum, en tous les cas, d'augmenter au maximum le taux de compression thoracique. En tout cas, je trouve cette réflexion rassurante. Quand on a publié notre programme, je reçois un coup de fil de Abdou Kouri, le président de l'ESEM. Il dit « Vous ne parlez pas de ventilation, ce n'est pas normal ». Et je réponds spontanément « Mais il n'y a pas de nouveauté ». Il me dit, d'après lui, les recommandations se trompent de cible parce qu'elles parlent de protection de la voie aérienne, alors que nous, on voudrait insister sur la qualité de la ventilation.
Et c'est vrai qu'en mettant en avant la protection de la voie aérienne, on a tendance à pousser à l'intubation alors que le sujet est ailleurs. Absolument. Il y avait une autre question sur l'ALS concernant la thrombolyse en cas d'embolie pulmonaire. Est-ce qu'il y a un délai à partir du moment où il faut thrombolyser? C'est-à-dire, on est certain que le patient a une embolie pulmonaire parce que ça a été, enfin voilà, on est certain du diagnostic. Est-ce qu'on thrombolyse tout de suite ou alors il faut d'abord faire une RCP pendant X minutes avant d'envisager la thrombolyse? Alors, non, alors d'abord, on n'a pas besoin d'être certain d'embolie pulmonaire. Dans les recommandations, c'est embolie pulmonaire certaine ou suspectée. Donc, une suspicion suffit. Et à partir du moment où on le suspecte, on doit traiter la cause. Donc, on doit thromboliser le plus tôt possible. Voilà. Donc, le plus tôt possible sans attendre. OK. Eric, il y a beaucoup de questions sur l'ECMO. Est-ce qu'on peut tolérer un transport héliporté? Alors, les Parisiens, oui, ils ont sorti un papier, un très joli papier. Eux ont fait des projections héliportées, projections vers le patient et retour en réanimation. Alors, à Lyon, on a trois transports héliportés. Les 3 patients sont décédés, mais parmi ces patients, 2 étaient en fin de compte des hémorragies cérébrales. Et puis un fait partie des CPC3, CPC4, donc c'est faisable. Le vrai critère, c'est qu'il faut que la machine tourne au plus tard 90 minutes après l'effondrement. Donc tout est jouable. Est-ce que ça permet de lever un des critères limitatifs, c'est-à-dire la distance du centre référent ou le délai jusqu'à la pause? Alors oui, ça j'en suis persuadé. Tu as bien vu que dans l'étude de Yiannopoulos, le principal critère, c'était moins de 30 minutes entre effondrement et arrivée à l'hôpital. Ça permet, oui, effectivement, de gagner encore un petit peu d'aller les chercher un petit peu plus loin. Mais le principal critère, ce qui est vraiment limitant, c'est pas trop la distance. C'est dans nos villes, c'est le 6e étage sans ascenseur, c'est les bouchons pour y aller, les bouchons pour venir. C'est ça le principal critère qui nous limite. OK. Comment tu envisagerais, Eric, pour nos SMUR des champs, la possibilité ou pas du CPR? C'est-à-dire, j'ai un patient qui s'écroule à Montbrison, tout est comme il faut. Est-ce que tu penses qu'on tente quand même quelque chose ou que de toute façon, le critère temps est trop limitatif, le critère distance plutôt? Non, je crois que ça reste quand même une technique, entre guillemets, d'exception, qui n'est réalisable que dans les centres où il y a effectivement une certaine expertise. Et qu'à Montbrison, vous êtes très très loin de tout centre, et que si c'est pour poser 2 ECMO par an, vous avez bien vu, nous on a eu au début pas mal d'échecs. Je pense que c'est ça qui est le principal critère limitant, c'est le nombre de patients qu'on peut ramener. Et encore, je trouve que sur Lyon, on commence à être un centre petit, hein, on est 4 praticiens pour l'astreinte H24, mais on peut pas faire plus parce que sinon on dilue l'expérience. Donc c'est effectivement un vrai problème. La question était plus, est-ce qu'on peut faire venir une équipe lyonnaise en fait? J'avais des questions sur Bourgoin-Jallieu, des choses comme ça, des centres pas forcément très loin, mais un peu plus loin que Lyon intramuros. Alors oui, on a fait Roanne, on a fait Bourgoin-Jallieu, c'est tout à fait c'est possible, mais encore une fois, il faut qu'on soit appelé très tôt. Il faut que la machine puisse tourner, le critère limitant, il ne faut pas qu'elle tourne après 90 minutes après l'effondrement. Donc tout est jouable si on est appelé assez tôt. Donc c'est un travail de régulation, puisque Bourgoin, je crois, n'est pas forcément régulé par le 69, donc il faut une discussion entre régulations. Guillaume connaît très bien Bourgoin, hein, je pense que c'est plus son secteur que le nôtre, même si on est voisins. Oui, tout est jouable, mais c'est parfois difficile. Cette nuit, par exemple, on a eu un appel, mais c'est très difficile la nuit de pouvoir être parfaitement. Autant en journée, on arrive à se projeter tout de suite. La nuit, il faut venir qu'à partir du moment où il y a au moins 2 chocs. Voilà, donc on perd déjà un petit peu de temps. Donc c'est compliqué. Enfin, la réalité, c'est le cut-off à 90 minutes. Après, tout est permis, mais il y a un vrai cut-off à 90 minutes. On conclut d'après ta présentation que c'est la même équipe qui fait les pauses intra et extra hospitaliers. Alors, il y a une ECMO team qui fait que ça. Voilà, c'est-à-dire qu'on est 4 praticiens du SAMU. Il y a des praticiens de réanimation médicale de la Croix-Rousse pour les véno-veineuses, donc on pose à 2 pour les véno-veineuses. Pour les ECLS, on va poser avec un des chirurgiens de l'hôpital cardiologique. Et sur les arrêts, c'est effectivement, on pose à 2 praticiens du SAMU. Guillaume, peut-être tu voulais rajouter quelque chose, pardon, je t'ai interrompu.
Oui, bah, c'était effectivement pour insister sur le rôle de la régulation, parce qu'on voit que si on veut être dans les délais, il faut l'anticiper très tôt. Donc, on ne peut pas attendre le bilan du SMUR qui va. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait, dès que les pompiers nous transmettent, ou dès l'appel, à la limite, si c'est un très jeune patient avec une fibrillation initiale, qu'on puisse le déclencher au tout début. En fait, pas, souvent, si on attend le bilan du SMUR qui va déjà être loin, on va se retrouver dans des délais qui vont être beaucoup trop longs. Voilà. Compléter juste les propos de Guillaume et d'Éric, à Nancy, on a publié la première série des 60 malades dans Choc il y a 2 ans. Nous, on était retombés sur un critère encore plus dur qu'Éric, qui était de 60 minutes sur l'analyse en régression logistique. Le critère important à l'heure actuelle, c'est que maintenant, on le déclenche dès l'appel, en fait. Et on a fait le choix, nous, de mettre l'ECMO à l'hôpital. Pourquoi? Parce que le nombre, et Eric le dit très bien, l'expertise et l'entraînement fait qu'on n'a pas assez d'arrêts cardiaques qui rentrent dans les critères, et surtout on a été très sélectif, et l'équipe étant composée de 42 praticiens, il était impossible d'envisager un niveau d'expertise qui puisse autoriser à tout moment de poser l'ECMO en extra-hospitalier. C'est pour ça qu'on a fait le choix d'une stratégie à l'hôpital. Mais à l'heure actuelle, on a 137 malades sur une cohorte prospective qu'on a déclarée, qu'on a commencé donc depuis 4 ans, fait 3 ans, pardon. Donc vous voyez que c'est quand même pas beaucoup de malades, mais ça mérite d'être évalué, et il faut continuer à travailler dessus. Là, il y a l'essai qu'il faut digérer, qui a été présenté hier à l'ACC, qui s'appelle la Prague Study, qui randomise un bras hyper invasif par rapport à un bras qui reste standard. Les résultats ne sont pas encore publiés, il n'y a que les diapos qui circulent un petit peu entre experts, mais on aura probablement des éléments quand la publication sera là pour analyser ces données-là. Mais on a encore besoin d'un peu de temps, je trouve. J'aurais juste moi rajouté quelque chose, c'est que quand on regarde un des papiers d'Yiannopoulos qui sort sur 5 mois, 58 patients qu'il va implanter au décours de fibrillation ventriculaire réfractaire, Minneapolis, c'est 3 millions d'habitants, banlieue comprise. Je ne sais pas comment ils font. Je ne sais pas, sur 5 mois, 58, nous, on ne les a vraiment pas sur Lyon. Eric, si je peux me permettre d'intervenir là-dessus, pour avoir observé et avoir eu des chiffres et comparer les chiffres entre les délais médians d'intervention. Alors, c'était à Vancouver, en Colombie-Britannique, à une centaine de kilomètres de Seattle, mais ils partagent un peu les mêmes systèmes. Ils ont des flottes de paramédics beaucoup plus importantes que les nôtres. Ils ont des délais d'intervention qui sont 2 fois inférieurs aux nôtres. C'est-à-dire que Tahar, tout à l'heure, tu as dit, et j'étais admiratif de dire que les SMUR, les délais médians des SMUR, c'était 10 minutes. En vrai, on s'approche plutôt de 20 minutes en France, y compris en Île-de-France, avec un maillage territorial très important. Et les pompiers, c'est en Île-de-France 10 minutes de délai moyen d'arrivée. Les paramédics, là-bas, le premier paramédic arrivé sur un arrêt cardiaque, délai moyen, c'est 6 minutes. Ils font 2 fois plus vite que nous, ce qui explique possiblement la raison pour laquelle ils arrivent à récupérer beaucoup plus de patients en fibrillation. C'est une hypothèse très empirique, mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là sur nos délais d'intervention. Oui, mais si on compare nos pompiers à leurs paramédics, on fait faire à nos pompiers bien moins de choses que par leurs paramédics. Et là, je m'adresse à Tahar, tu as parlé du délai jusqu'à l'administration de l'adrénaline. Alors, comment arriver à le réduire en France si on ne fait pas contribuer plus nos secouristes professionnels qui sont les premiers sur les lieux? C'est une très bonne question, Carlos. On a déjà discuté très longuement. Mathieu, tu as tout à fait raison, c'était une ânerie de ma part. En effet, c'est les VSAV qui arrivent en 8 à 10 minutes sur place pour le délai médian, les SMUR étant beaucoup plus proches de 15 à 17 minutes quand on regarde les données des registres. Donc tu as tout à fait raison. Ma langue a fourché, je te remercie d'avoir
gentiment relever ça. Ça, c'est le premier point. Et je suis tout à fait d'accord sur ta remarque pour Seattle. Enfin, moi, je suis admiratif de leur organisation. Si on pouvait y avoir, ça serait bien. Pour revenir à ta question, Carlos, en effet, pour diminuer les délais, il faut qu'on ait une réflexion. Après, c'est quelque chose qu'il faut discuter, à mon avis, tous ensemble, entre secouristes et médecins, de comment on peut diminuer ces délais. Mais il faudrait envisager que les personnes qui arrivent le plus rapidement sur place pour des rythmes non choquables puissent avoir accédé à l'adrénaline. Alors nous, on a sur la région de Nancy, avec les sapeurs-pompiers, un protocole de coopération qu'on a discuté avec les pompiers, et à l'arrivée quand il y a une infirmière, c'est pas toujours le cas d'ailleurs, hein, quand il y a une infirmière sur place, enfin une infirmière qui est dans l'équipage et qu'elle est en présence d'un arrêt cardiaque, et ben on a protocolisé les 10 premières minutes de prise en charge avec l'injection d'adrénaline sur les rythmes non choquables le plus précocement possible, pour essayer justement de diminuer ce délai. Et ça s'intègre dans les protocoles PISU. Vous avez tous entendu parler, je pense, avec les sapeurs-pompiers. Voilà, c'est une situation un peu exceptionnelle, mais qui mérite qu'on en discute, parce que je suis persuadé que ce délai d'injection a des impacts sur le pronostic des patients, très clairement. Eric, Guillaume, c'est généralisable ça dans notre région? Ça existe déjà, hein, ce que je viens de dire tard, les PISU existent déjà. Il y a beaucoup de véhicules, enfin beaucoup de VSM dans le département du Rhône. Donc c'est déjà fonctionnel. Après, il reste à l'implantation de ces VSM. Il ne faut pas qu'elles soient dans des métropoles à côté de ce mur, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut au contraire qu'elles soient plutôt déportées. Oui, ça existe. Après, comme il n'y en a pas beaucoup non plus, finalement, ça ne fait pas gagner beaucoup de temps. La différence, peut-être, c'est pour modérer un petit peu les villes américaines. En fait, on a effectivement en ville, aux États-Unis, ils sont beaucoup plus rapides que nous en termes d'intervention. D'abord parce que leurs véhicules ils circulent et qu'ils ne sont pas postés dans des casernes. Donc, ça permet d'être déjà prêt à partir immédiatement et d'avoir une meilleure répartition sur le territoire. Après, dans leur registre, en tout cas aux États-Unis, je connais moins bien au Canada, mais ils excluent tout ce qui est campagne. Donc des paramédicaux à la campagne aux États-Unis, ils n'ont pas des délais d'intervention à 11 ou 12 minutes comme on a en France avec nos pompiers. Donc voilà, il faut modérer un petit peu. Tu as raison, Guillaume. Qui est mieux couvert. Tu as raison, Guillaume. Au Canada, c'est exactement la même chose. Toutes ces données concernent les grands centres urbains. Et en fait, on s'aperçoit, du fait de l'organisation très hétérogène des paramédics en Amérique du Nord, qui ne sont pas du tout centralisés comme nous, c'est plusieurs agences sur un même territoire. Enfin bon, c'est un peu complexe. En effet, sur les territoires ruraux, leur maillage territorial est beaucoup plus faible, leur niveau de qualification est beaucoup plus faible, évidemment, et leurs délais sont beaucoup plus importants. Et dans le registre, pour répondre à ta question, dans le registre canadien, les territoires ruraux n'apparaissent pas du tout ou très peu dans les données, enfin dans l'inclusion et donc dans les données. Ok, j'aurais une dernière question qui vient de nous être posée concernant donc l'hypothermie thérapeutique post-RASC. Où en est-on des nouvelles recommandations? Peut-être Guillaume? Alors, c'est toujours dans les recommandations post-RAX de faire un contrôle ciblé de la température pendant au moins 24 heures après la reprise d'activité circulatoire. Il est bien indiqué que c'est le plus tôt possible après la RAX. Voilà, il est pas. On avait un peu balayé, c'est pas revenu sur les recommandations précédentes où il ne faut pas injecter du sérum salé froid. Ça, c'est clair, c'est pas une méthode de refroidissement qui est adaptée. Par contre, voilà, ça reste, et là maintenant les études sont quand même plutôt hospitalières. En pré-hospitalier, ce qui donne le message, c'est qu'il ne faut pas les réchauffer, ça c'est sûr. Après, voilà, en tout cas, pas de perfusée de salé froid et le plus tôt possible, c'est le message. Et per RCP, il n'y a pas de recommandation. On a l'étude Princesse là, qui était sortie, où c'était du refroidissement intranasal, où il y avait des résultats qui étaient encourageants sur au moins les rythmes choquables. Mais pour l'instant, pas de changement dans les recos. Merci Guillaume, merci à tous pour cette session passionnante.
on va devoir arrêter là. On est dans les temps. Merci aux participants à qui je donne congé et puis rendez-vous dans une demi-heure. Merci beaucoup. À tout de suite. À bientôt. Merci.